Eh ben, je me mets en place. Parfait. Déjà, merci à tous d'être là. Bonjour et tout ça. Aujourd'hui, je vous rends un peu particulier puisque je vais vous partager un sujet qui me passionne et particulier pourquoi? Parce que ça fait à peu près 1 an jour pour jour que j'ai dû créer la première slide de ce truc, donc pour dire que ça traîne et donc ce sujet, c'est l'organisation personnelle. Alors je sais que derrière ce titre un petit peu racoleur à la limite de l'impolitesse, c'est déjà un hommage à la première équipe que j'ai rejoint, en arrivant chez M6 Web, les Fracs, feu les Fracs. Et surtout, je vais essayer de vous apprendre, donc en, on va dire, allez, moins de 30 minutes, à vous passer de vos notifications et croyez-moi, le défi est de taille. Alors qui suis-je? Je m'appelle Fabien Dumas, je suis aujourd'hui team leader de l'équipe Boson. Dans la vie, il y a plein de trucs que j'adore, comme les photomontages complètement pourris et les slides un petit peu kitsch. Donc le but aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est d'abord, apprendre un petit peu à maîtriser ces outils du quotidien et je vais essayer de vous proposer des astuces pour, vous aider dans votre organisation personnelle et voilà. En revanche, ce qu'on va pas voir aujourd'hui, c'est comment réussir à arriver à 14 heures quand on tente le grand chelem entrée plat dessert. Ça, moi, j'ai toujours pas réussi personnellement. Donc mon petit conseil, c'est de commencer les réunions à 14h15. Un autre truc qu'on va pas voir, c'est comment utiliser Pléiade parce que pour moi aussi, c'est l'enfer. Donc voilà un petit peu le plan de ce qu'on va voir. On va d'abord, ranger son bureau, apprendre un petit peu à configurer ses outils. On va ensuite parler de prise de notes de to-do list. Ensuite, la fameuse partie sur comment couper ses notifications et enfin, on va parler de routine d'organisation. Petit disclaimer, alors petit disclaimer, j'avais beaucoup d'ambition pour ce LFT. Heu, c'est en fait, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui globalement, je suis en train de rédiger un article sur Confluence qui va servir de support. L'idée, c'est que, pour éviter que cette présentation dure 2 heures et demie, il y a plein de choses qu'on va pas détailler. Ce sera dans l'article et cet article, je l'ai pas tout à fait fini. Donc je vous le partage, dès que possible. Je vous le partagerai probablement en l'état et si jamais d'ailleurs il y a des gens qui veulent m'aider à le finir, vous êtes bienvenus. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de particulièrement prendre de notes, mais au moins, bien suivre et comme ça, vous pourrez retrouver ça dans cet article. Allez, on attaque. Donc on va commencer par ranger son bureau. Alors pourquoi ranger? Tout simplement parce que quand c'est rangé, c'est pratique. Pourquoi c'est pratique? Parce qu'on perd pas 4 ans à chercher, où c'est, voilà. Il y a aussi le côté, le désordre, ça peut créer des distractions, donc déconcentrer. Donc, typiquement, si jamais vous avez des problèmes de troubles de concentration, écoutez bien, ça peut vous concerner. Donc on commence par ranger son bureau physique déjà, parce que, alors je sais qu'on adore les bibelots, la décoration, les plantes, ça c'est OK. Par contre, c'est OK si c'est utile. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des choses sur son bureau, c'est pas un problème, mais il faut que ce soit utile, il faut pas que ce soit une nuisance. Je prends un exemple, hein, une facture, d'EDF qui est impayée ou un truc des impôts qui traîne. Moi, chaque fois qu'on jette un coup d'œil, on se dit: «Merde, il faut que je fasse ce truc». Ça, concrètement, c'est une distraction. C'est-à-dire que ça vous dès que vous voyez ce truc-là, ça vous sort de là, de ce que vous êtes en train de faire et ça n'a rien à faire là pendant vos horaires de boulot. Donc on le range, on met de côté, on essaye d'avoir un environnement détendu, on garde l'utile et le reste, on range. Donc ça, c'est valable aussi pour son bureau, virtuel, parce qu'on n'a pas envie que son PC ressemble à celui de ses parents. Et enfin voilà, pour dire à quel point ça dérange, peut-être vous êtes déjà plus en train de m'écouter et en train d'essayer de lire ce qui se passe. Donc ça, idéalement, c'est non. Heu, on c'est un peu la même logique, on garde ce qui est utile, le reste, ça doit dégager. Donc sur l'ordinateur, on va identifier ce qui est temporaire, y mettre éventuellement dans un dossier marqué en gros «temporaire» et puis à la fin, on le dégage. Et potentiellement, tout ce qui est permanent, on va le ranger à un endroit utile, sur un Google Drive ou peu importe. Voilà, on distingue temporaire et permanent. Alors je vous vois venir, vous me dites: «Oui, moi je suis sur Mac, j'ai pas d'icône, voilà, je me sens pas concerné par tout ça». Est-ce qu'on parle du dossier downloads? Le dossier downloads, c'est un peu la boîte noire parce qu'en fait, on télécharge plein de trucs et puis on va jamais voir ce qu'il y a dedans et il y a des tétrachiers de choses qui servent absolument à rien. Dossier download, c'est pareil, on va y faire un tour de temps en temps et le temporaire, on le supprime, le permanent, on le range. Allez, on va maintenant passer rapidement sur la partie, configurer ses outils. Donc je le répète, ça, ce sera plus détaillé dans l'article Confluence, donc je vais aller assez vite. On va commencer par sa boîte mail. Donc la boîte mail, on a souvent quelque chose qui ressemble un peu à ça. On a 1 million de mails non lus, on a des newsletters dans tous les sens. Ce que ça a tendance à impliquer, c'est que du coup, on lit plus vraiment, on a la flemme de ranger. Finalement, on passe souvent à côté d'informations qui peuvent être importantes. Donc l'idée, c'est pareil.
on se reprend en main, on prend son courage à 2 mains et on range. Une boîte mail, c'est un peu comme une to-do list. C'est-à-dire que son objectif, c'est d'être vide. Donc la boîte de réception, en tout cas, ça doit être vide. Donc il faut vous trouver des systèmes pour, voilà, un mail, dès que je le reçois, qu'est-ce que j'en fais? Pour ça, il y a pas mal d'astuces, je vous en partage quelques-unes. Il y a les newsletters déjà. Est-ce qu'on les lit toutes? Il y en a peut-être certaines qui sont inutiles. Bah, si elles sont inutiles, on ne les supprime pas, on se désinscrit comme ça évite de les recevoir, dans le futur. On peut utiliser un système de filtre aussi qui permettent, par exemple, de détecter les notifications. Ce que j'appelle notification, c'est tout ce qui vient, par exemple, de Confluence, Target Process, GitHub. C'est des mails qu'on va lire et supprimer parce que c'est peut-être juste une information que j'ai besoin d'avoir à l'instant T. Donc on peut mettre des filtres qui permettent d'identifier ces notifications-là. Et on peut aussi, par exemple, jouer avec l'affichage de sa boîte mail pour trier ses mails par priorité. Avoir, par exemple, les notifications en bas et tout ce qui est plutôt les mails d'humains, on va dire, en haut. Comme ça, en un coup d'œil, on gère plutôt les trucs urgents. Et surtout, un mail, c'est une action, donc soit on le range, soit on le supprime. On va parler maintenant du calendrier. Donc le calendrier, en faisant aussi pas mal de choses, on peut avoir une meilleure vue de sa semaine. L'idée, c'est qu'on passe pas mal de temps en réunion dans nos travaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le but, c'est d'avoir un aperçu un peu global de ce qui va se passer et quel temps on passe à peu près dans quel type de choses. Le premier type très simple, c'est d'utiliser des couleurs. On peut avoir un système de couleurs par type de réunion, par exemple. D'ailleurs, depuis peu, on peut même carrément mettre des noms sur les couleurs. Et donc, voilà, pour les réunions récurrentes, c'est hyper sympa. On met une couleur, ça se met partout. Et donc, en un coup d'œil, on sait si on va passer plutôt beaucoup de temps dans son équipe, plutôt du temps à cadrer des choses, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. Une autre chose assez importante, c'est d'utiliser du temps de concentration, ce qu'on appelle focus time. C'est du temps pour vous, en fait. C'est vraiment bloquez-vous du temps. Il y a des fois, où on enchaîne plein de réunions. On finit par plus être concentré, on finit par plus avoir trop le temps de s'organiser. Donc, dans ces cas-là, bloquez-vous du temps et c'est OK, en fait. C'est même plutôt une bonne idée de le faire. Ensuite, il y a un petit cadeau, parce que je sais que certains ne le savent pas, on peut cacher les week-ends dans l'agenda. Voilà, je vous le dis. Il y a une petite option pour. Voilà. Et enfin, utilisez, s'il vous plaît, les réunions abrégées. Je fais une petite pause sur ce renard magnifique qui dort pour capter votre attention. J'insiste vraiment, s'il vous plaît, utilisez les réunions abrégées. Ça, c'était genre l'agenda typique de pendant le confinement. On termine une réunion à 11h, on attaque une réunion à 11h. On n'a pas fermé notre Meet, qu'on en rouvre déjà un autre. Ça nous a un peu tous rendus tarés. Donc ça, en vrai, on n'a plus trop envie que ça se repasse. Depuis, Google a créé une nouvelle fonctionnalité qui permet donc ces fameuses réunions abrégées, que par défaut, un créneau d'une heure, il dure 50 minutes. Ça donne quelque chose comme ça. Et en fait, ça aère les réunions. Donc ça nous permet d'avoir un petit temps entre chaque réunion. Et là, moi, quand je vois un truc comme ça, j'ai presque l'impression d'être en vacances. Non, en fait, ce temps-là, il est vachement bien, il est surtout indispensable. Il va nous servir déjà à finir de prendre des notes de la réunion qui vient de se passer pour pouvoir passer à autre chose. Potentiellement prendre du temps de préparer la réunion d'après pour éviter d'arriver les mains dans les poches en se disant qu'est-ce que je fous là? Ça peut permettre de prendre une pause aussi, de se vider la tête et puis tout simplement de se déplacer d'une salle de réunion à une autre. Donc ce temps-là est indispensable. Par contre, il impose de faire du timekeeping. Forcément, quand on dit une réunion de 50 minutes, ça veut dire qu'à 45, il faut être en train de parler de la conclusion. Et ça veut dire que vous êtes aussi responsable de faire en sorte que ce temps-là soit respecté. Allez, on va parler rapidement maintenant du navigateur web, parce que j'avais un petit message à faire passer. On voit souvent ce genre de truc. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est hyper beau. Il y a plein d'icônes, plein de couleurs. Puis ça doit être hyper pratique parce qu'il y a tout Internet qui est ouvert, donc on doit forcément avoir la réponse quelque part. Ça rentabilise le CPU, la RAM, c'est génial. Ça permet de prendre un café aussi quand on a un collègue qui cherche le bon onglet. Ouais, en fait, non, c'est peut-être pas une super idée finalement. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'un seul cerveau. Il faudrait peut-être plutôt faire une seule tâche à la fois. Et donc l'idée, fermer tous les onglets qui servent à rien. Et en fait, ça a même un aspect plutôt positif. C'est que quand vous fermez vos onglets, et ben, hop, dans votre tête, vous passez à autre chose. Et vous ouvrez un navigateur vide et vous êtes disposé à justement attaquer une nouvelle tâche. Donc ça vous permet vraiment de scinder vos moments. On va parler rapidement des favoris. Les favoris, c'est pareil, c'est pas une to-do list des favoris. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent des fois pour épingler des articles à lire. Genre, oh, ça a l'air intéressant, je le lirai plus tard. On l'ajoute à ses favoris, on en ajoute 1, 2, 3. Au bout de 5 ans, on en a 10 000 qu'on n'a jamais lus, parce qu'on n'y pense pas. Pourquoi? Parce que c'est pas une to-do list, tout simplement. Des favoris, c'est plutôt pour avoir des accès rapides à des outils que vous utilisez régulièrement et éventuellement des outils avec des liens un peu introuvables ou improbables. Comme ça, vous savez comment y accéder.
l'article à lire, eh ben, il va dans la to-do list, tout simplement. Donc on peut aller encore plus loin sur ce navigateur web, hein, on peut utiliser des plugins, des extensions, donc ça, c'est pareil, je ne rentre pas dans le détail. Je vous inviterai à aller voir, l'article sur Confluence qui détaille un peu plus tout ça. On va parler un petit peu de Slack maintenant, parce que Slack, c'est notre outil de communication principal et on est vite noyé dans les tonnes de messages qu'on reçoit chaque jour. Donc un peu de rangement, ça permet d'y voir plus clair. Quelques tips que je vous donne. Le premier, c'est d'utiliser un thème qui est pratique. Un thème pratique, c'est un thème où on voit les notifications quand on nous ping directement par rapport aux autres messages. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de détecter quand il y a vraiment des choses peut-être un peu plus prioritaires que d'autres. Donc, il y a quelqu'un qui a partagé, je me suis désolé, je me rappelle plus de son prénom, qui avait partagé un thème un peu bedrock, justement qui est génial parce que, bah, les messages quand on nous ping, ils sont en rouge, on les voit bien, c'est trop bien. Alors petite alerte, pour nos amis daltoniens, ce thème-là, il est pas forcément ouf pour eux. Donc, si vous ne voyez pas les couleurs comme tout le monde, bah, justement, trouvez-vous des couleurs que vous allez vraiment, pouvoir distinguer. Ensuite, utiliser les sections, c'est pas mal. Les sections, c'est des espèces de dossiers dans lesquels on peut ranger pas mal de channels et du coup, on peut se faire des sections par priorité ou par type de channel. Les choses un peu prioritaires, les choses à lire un jour, et cetera. On évite le bruit, c'est un peu comme pour les newsletters. Il y a des channels qu'on lit pas, et ben, partez. En fait, ça sert à rien de rester dans les channels qu'on lit pas. Donc, faut accepter et puis voilà, on part, on peut revenir dedans à tout moment quand besoin. Et enfin, utiliser les raccourcis. Les raccourcis, c'est génial, ça rend tout pratique. Voilà. Pour vous repartir un peu avec quelque chose, parce que c'est très théorique ce que je vous dis, je vous ai juste mis un exemple, voilà, de moi, comment je m'organise. Donc j'ai, en haut, une section alerting, donc dès qu'il y a quelque chose qui pop là-dedans, bah, je regarde en priorité. Après, j'ai vraiment mes channels de travail avec mon équipe, que je vais prioriser aussi. Il y a quand ils me pingent, je sais que c'est eux, je vais potentiellement plus regarder. Et après, il y a plus que je considère comme plutôt de l'information ou du travail, de projet, donc plus des choses qui sont moins urgentes, que je peux traiter, vraiment en temps et en heure. Donc je me focus, voilà, vraiment sur le haut, du Slack. Voilà, voilà. Ensuite, on va parler donc de prise de notes et to-do list qui est assez essentielle dans, notre métier. Donc la prise de notes déjà, c'est assez important. Qu'est-ce qu'on prend comme note? Eh ben, quand on est en réunion, on va noter ce qui se dit, s'il y a des décisions qui sont prises, des choses qu'on ne comprend pas, des choses à regarder, du travail qu'on nous donne. Donc on en prend un peu tout le temps. À quoi ça sert de prendre des notes? En fait, bah, tout simplement à se vider la tête, à potentiellement, bah, rien oublier et surtout, et qui est potentiellement le plus important, c'est de pouvoir traiter les choses plus tard. Tant que c'est dans notre tête, c'est un peu omniprésent, on est un peu parasité. Alors que là, on pose tout sur papier et on peut revenir à tête reposée dessus. Une prise de note, par contre, ça implique une action. Parce qu'une note, c'est brut, en l'état, ça ne sert à rien. Donc il faudra repasser dessus pour le transformer potentiellement en quelque chose. Je relis ma note, qu'est-ce que j'en sors? OK, une information, peut-être que c'est inutile, hop, je raye, je brûle. Peut-être que ça je vais me dire: «Ah oui, faut que je fasse quelque chose». Bon, bah, je vais pouvoir créer une tâche dans ma to do list. Peut-être qu'il faut que je dise quelque chose à quelqu'un. Bon, bah, je peux le faire tout de suite. Donc chaque note doit impliquer une action et une note, une fois qu'on l'a justement traitée, on le note comme traité. Soit on raye, soit on brûle la page, soit peu importe, mais on en fait quelque chose. Donc on parle de to do list depuis tout à l'heure. Une to do list déjà, bah, ça sert à quoi? Pareil, ça sert à se vider la tête, à se rappeler de tout et de faire les choses plus tard. Donc, c'est quoi la différence? La prise de notes, ça va être quelque chose de plutôt brut. Donc, c'est vraiment les choses telles qu'on me les dit à un instant T, telles que je les comprends à un instant T, qui est peut-être pas la bonne manière. On va revenir dessus plus tard pour potentiellement, avec du recul, en décider des actions. Et c'est là où on va parler de tâches. Une tâche est plutôt formatée sous forme d'action. Donc, comment on écrit une tâche dans sa to-do list? On met par exemple un verbe d'action. Alors ça, c'est un exemple, c'est plutôt un conseil que je vous donne, hein, c'est pas une règle. Mais c'est un verbe d'action pour vraiment, décider quoi faire, une description assez complète pour si jamais on reprend la tâche dans 6 mois, on se rappelle ce que c'est et surtout, et ben, mettre une temporalité, une date, un délai, une priorité, justement pour éviter de revenir sur sa tâche 6 mois après. Un exemple, présenter, la présentation des LFT le jour des présentations du LFT. Hem, donc une fois qu'on a une to do list, c'est cool, par contre, il faut la vider. Donc il y a des choses qu'on va traiter, il y a des choses qu'on va pas traiter. Il y a plusieurs méthodes pour vider sa to-do list. Moi, il y a une méthode que j'aime beaucoup, c'est la matrice d'Eisenhower. Eisenhower, c'est un ancien président des États-Unis. Donc ça, c'est le petit point culture. Je vous en fais cadeau.
Il disait des trucs genre, «Ce qui est urgent, c'est pas forcément important, ce qui est important, c'est pas forcément urgent». Super. Ce que ça donne d'important, c'est cette fameuse matrice et en fait, chaque tâche que vous allez avoir, vous allez pouvoir la confronter à cette matrice et c'est plutôt pas mal comme système. Donc il y a ce qui est important et urgent, bah, en fait, on le fait tout de suite. Ça sert à rien de le mettre dans sa to do list, c'est on abandonne tout, on le fait. En revanche, si c'est important mais pas urgent, là, à ce moment-là, on va pouvoir le mettre dans sa to do list. On le planifie pour plus tard. Si par contre, c'est pas important mais urgent, bah, on va essayer de le déléguer, notamment le déléguer à la personne pour qui c'est important. Lui sera motivé à faire la chose. Et enfin, et c'est ça qu'on a souvent du mal à accepter, c'est que si c'est pas important et pas urgent, ça dégage. Ça n'a rien à faire dans sa to-do list, en fait, parce qu'on sait qu'on le fera jamais. C'est les fameux, un jour peut-être, «Oh ce serait bien que», non, on abandonne, on accepte, on le fera pas. Une to-do list aussi, c'est bien que ce soit unique. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une vue globale de tout ce qu'il y a à faire et surtout ça permet de prioriser les choses les unes par rapport aux autres. Si effectivement on a des post-it d'un côté, des tâches sur Confluence, des mails, des machins, bon, bah, on sait plus trop où on en est. Donc c'est bien de tout dupliquer au même endroit. Donc ça nécessite justement un effort de duplication. Quand on nous dit de faire quelque chose, hop, on recentralise tout dans un outil unique. Alors le choix de l'outil, c'est toujours le problème. Des outils de to-do list, il y en existe des milliards, hein, que ce soit des outils en ligne, que ce soit un bloc-notes, un cahier, des post-it, peu importe. Comment choisir le bon? Alors ça, c'est un avis qui est très personnel. Pour moi, ils sont tous pourris, parce qu'ils font pas tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que c'est personnel. Donc il y a personne qui a inventé un outil pour vous. Donc par essence même, ça va pas. Donc la bonne question, c'est pas quel outil est le bon, c'est plutôt moi de quoi j'ai besoin, comment je m'organise et tester des trucs et voir c'est quoi qui correspond le mieux. Il faut penser aussi que votre organisation personnelle, elle évolue tous les jours, donc ce qui est vrai aujourd'hui, c'est plus vrai demain. Ce que vous utilisez dans votre personnel, c'est pas ce que vous utilisez dans le pro. Vous n'avez pas forcément les mêmes besoins, donc c'est OK d'avoir aussi différentes méthodes. Un compromis que je vous propose, qui est pas mal, c'est d'avoir un outil de to-do list, par exemple en ligne, synchronisé, ça vous permet de l'avoir un peu de partout, pouvoir dégainer des to-do, de votre téléphone ou je ne sais quoi. Et par exemple, un outil de prise de notes qui est plutôt hors ligne, parce que vous n'avez pas forcément envie de dépendre d'internet quand vous êtes en train de prendre des notes, sinon ça peut être un peu chaotique. Et Slack dans tout ça? Slack, par essence, c'est notre to-do list principal. C'est notre outil de communication de base et en fait, chaque message, c'est une to-do. Chaque message qu'on vous écrit, c'est un truc à lire, c'est potentiellement un truc à faire, c'est une to-do list. Très bien, mais donc pour que la to-do list soit pratique, on a besoin de 3 choses. On a besoin de pouvoir écrire des tâches, on a besoin de pouvoir planifier dans le futur éventuellement, pour avoir cette notion de temporalité et on a besoin d'avoir une liste exhaustive. Bon, bah, en tordant un peu tout ça dans Slack, ça peut marcher. Tout d'abord, on a une discussion personnelle et ça sert pas à juste s'écrire pour se dire: «Ah, quelqu'un pense à moi». Ça peut justement être un moyen d'écrire des tâches pour que, bah, voilà, sans déranger personne, on garde notre truc à nous. Ça peut être un peu, bazar quand on met, plein de messages dans sa discussion personnelle, donc on peut utiliser une légende éventuellement à base d'emojis. Ce qui est génial dans Slack, c'est qu'il y a plus de 4000 emojis, donc c'est trop bien. Vous pouvez même utiliser des emojis que vous adorez pour les tâches que vous adorez un peu moins, ça vous motivera un peu. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on a un système de reminder. Reminder, ça permet de faire popper des messages, à un instant T. Donc ça, c'est pas mal pour se dire: «Bon, ce truc-là, j'ai pas envie de le gérer aujourd'hui, je me mets un reminder à lundi, comme ça, hop, je retraiterai ce truc lundi». Donc on peut accéder à une liste de reminders avec cette commande. Et comment créer des reminders? On a plusieurs, moyens de le faire, soit à partir directement d'un message, ou sinon on a carrément une commande. Et d'ailleurs, cette fameuse Anouk qui sera, gentille avec moi mardi prochain, m'a fait découvrir qu'on pouvait juste taper /remind et ça ouvre une pop-up qui facilite aussi la création de reminders. Et enfin, il y a une fonctionnalité qui s'appelle donc les saved items, signés, je crois en français, qui permettent d'épingler des messages, enfin de les épingler pour soi. Et du coup, bah, ça peut être notre fameuse to-do list. C'est-à-dire que tous les messages importants, on peut les épingler avec ce système-là. Et dans notre liste, on a du coup bah, notre to-do list. Cette liste-là, il faudra penser bien sûr à la cleaner. Donc quand vous avez traité une tâche, on désépingle le message ou éventuellement, carrément, on supprime le message dans sa discussion personnelle. Donc ça, c'est une proposition de méthode. Il y en a une autre qu'on va pouvoir voir ce soir. Donc, Bénédicte, il va nous présenter, le bullet journal, qui est une autre méthode d'organisation qui pourra sûrement vous plaire. Donc je vous invite à le voir. Allez, maintenant, on va passer à la partie un peu centrale
de cette présentation, donc le fameux couper les notifications s'il vous plaît, comme gentiment dit dans le titre. Donc couper les notifs, je sais que ça fait peur à plein de gens parce qu'on se dit bah et s'il y a un bug en prod, et si mon chef me parle, j'ai pas envie d'être viré, ce genre de choses. Donc déjà rassurez-vous, on y va par étapes et surtout, première réponse, très simple de pourquoi on pourrait se passer de nos notifications, bah, c'est que tout simplement, il me semble qu'on gère pas de vie humaine, je pense. Donc ça veut dire que la prod qui tombe, je suis d'accord avec vous, c'est important, c'est grave, mais personne va mourir si on répond pas dans la seconde. On a le temps de se parler, on a le temps de comprendre un problème, de l'analyser, de déployer un fixe. Voilà, on n'est pas à la seconde près. Alors, je profite pour dire que mon manager n'a pas du tout validé cette slide, donc si jamais je suis plus là lundi, ne me posez pas la question. Non, en vrai, pourquoi couper ces notifs? Parce qu'en fait, les notifications, c'est une nuisance, ça déconcentre. Un truc qui pop, un truc qui sonne, ça vous sort de ce que vous êtes en train de faire. Donc potentiellement, nous qui avons besoin quand même de beaucoup de concentration pour travailler, ça peut gêner. Donc globalement, voilà, on va avoir envie de plutôt les couper. Qu'est-ce qu'on coupe du coup? On va couper ce qui est visuel, hein, parce que les bandeaux, ce serait quand même génial là, qu'il y ait un bandeau Slack qui arrive pendant ma présentation. Ça ferait un peu mauvaise foi. Non, typiquement, voilà, s'il y a un bandeau qui apparaît, bah, vous n'allez même plus m'écouter, vous allez regarder qu'est-ce qui se passe. C'est normal, c'est assez naturel. Un truc sonore, c'est pareil. On va être attiré, on va se dire, qu'est-ce qui se passe? Donc souvent, ça dérange. Du coup, qui qu'on coupe? Eh ben, on coupe tout. On coupe son téléphone, on coupe Slack, son ordinateur, son pager, si ça existe encore. On coupe tout. L'idée, c'est vraiment quand on est ici, on est dans une bulle, quoi, dans une bulle simple. L'idée, c'est qu'on n'est pas dérangé par. C'est pas la notif qui va nous dire, hey, tu as reçu quelque chose. C'est nous, quand on a envie, quand on est disposé, à la fin d'une tâche, on va voir s'il s'est passé quelque chose. C'est vraiment l'inverse qu'il faut créer comme dépendance. Alors maintenant, comment on coupe ces notifs? Il y a plusieurs moyens. Soit on le fait application par application, ce qui est un peu relou. De plus en plus, on voit apparaître un système un peu global au niveau de notre OS qui permet de tout couper. Sur Mac, on a un mode qui s'appelle le mode concentration. Sur Ubuntu, ne pas déranger. Sur le téléphone, on a le mode muet, ce genre de choses. Donc ça, c'est pas mal. C'est bien de le faire en mode global parce que ça permet aussi de le réactiver potentiellement. Alors je vous vois venir, il nous parle de couper ses notifs. Là, il nous dit qu'il faut les réactiver. Qu'est-ce qu'il nous raconte? En fait, ponctuellement, on peut avoir besoin de ces notifs. Par exemple, je suis en train de faire une mise en prod, je ne suis pas concentré sur une autre tâche que ma mise en prod et j'ai envie d'être pingé si jamais il y a des problèmes. Donc là, ponctuellement, je peux activer mes notifs pour me dire: «OK, je suis attentif, je fais rien d'autre, j'attends, quoi». Donc on se rend disponible pour ces notifs, c'est différent. Donc en fait, la bonne démarche, c'est pas de dire, «J'ai mes notifs tout le temps et quand j'ai besoin de concentration, je les coupe». C'est plutôt de dire: «Je coupe mes notifs tout le temps et je les active quand j'en ai besoin». Alors là, ce qu'on a souvent peur et surtout avec Slack, hein, quand on dit on coupe les notifs Slack, comme on est sûr de rien rater, de répondre en temps et en heure, et pas le 3 jours après. Donc c'est là où on va commencer à parler de routine d'organisation. Une routine, c'est quoi? C'est des choses qu'on va déclencher dans sa journée c'est des actions qu'on va déclencher à certains moments de sa journée. Donc typiquement pour déclencher, la lecture des mails, la lecture des messages Slack, ce genre de choses. Donc pour commencer, on va d'abord identifier nos tâches récurrentes. Donc chaque métier a son lot de tâches qu'on fait tous les jours. Là, je vous ai mis un exemple pour un développeur, par exemple. On a de la review, les messages Slack, les emails, checker ses agendas, planifier sa journée, boire des cafés, ce genre de choses. Chaque métier a son lot de tâches. Donc l'étape numéro un, c'est identifier, vous, vos tâches que vous faites tous les jours. Ensuite, pour chacune de ces tâches, vous allez identifier de la fréquence, le besoin de checker ces choses-là. Les emails, par exemple. Est-ce qu'on a besoin d'avoir sa boîte mail ouverte toute la journée? Non, peut-être qu'on peut les regarder une fois par jour, peut-être 2 fois par jour, ça suffit. Les messages Slack, par contre, on a un peu plus de priorité dessus. On va peut-être les regarder une fois par heure ou plus, en fait. Ça dépend aussi de ce que vous faites et de votre équipe. Ça, c'est à vous de vous mettre d'accord aussi avec votre entourage. Voilà, donc chacune de vos tâches, vous allez vraiment identifier quand est-ce que je regarde ce truc. Un troisième truc qui est pas mal, c'est d'identifier vos moments d'efficacité parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Est-ce que le matin, quand vous arrivez, vous êtes plutôt: «Ouh là là, il me faut un café, puis j'ai pas de cerveau, donc on va plutôt regarder les mails vite fait», ou alors au contraire, est-ce que c'est le moment de la journée où vous êtes le plus concentré et où il faut plutôt attaquer direct par le vif du sujet? Donc ça, testez-vous, parce qu'en fait, il y a qu'en testant qu'on saura, ce genre de choses. Testez, un petit peu et identifiez à quel moment, vous avez besoin de concentration ou non pour savoir quand faire ces fameuses tâches qui demandent concentration ou non. Donc voilà, on en déduit, quand faire quoi et à quelle fréquence. C'est pas hyper marketing, mais vous avez compris l'idée. Alors, un petit tips en plus, quand checker Slack du coup, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Bah, Slack, il y a plusieurs manières de le faire. Soit maintenant qu'on a les réunions abrégées,
On a un peu de temps entre 2 réunions, on peut justement, checker s'il n'y a pas des urgences, les fameux pings, tu vois? Est-ce qu'on me parle directement ou pas? Éventuellement, on peut se bloquer du créneau, des temps de concentration, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour vraiment faire ça. Allez, on va maintenant parler donc de sa to-do list, comment on la gère. Donc, déjà, idéalement, on va se faire des micro-tâches dans sa to-do list. Vous voyez, on peut avoir dans sa to-do list des trucs comme, corriger une faute d'orthographe et refaire Facebook. Ça a pas vraiment de sens. C'est compliqué à planifier, c'est compliqué à prioriser. Donc on essaie de faire des micro-tâches. Une micro-tâche, c'est une tâche qui, on va dire, ne dure pas plus d'1 heure, idéalement. J'en profite pour faire un petit coup de gueule, data, c'est déjà un pluriel, il y a pas besoin de S. Donc une fois qu'on a plein de micro-tâches, du coup, on va pouvoir les prioriser les unes par rapport aux autres. C'est plutôt pratique. Donc soit vous avez un outil qui vous permet de mettre les plus prioritaires en haut, soit vous pouvez utiliser un système d'emojis, des flammes, de la neige et cetera. Ça, c'est à vous de trouver votre moyen. Et une fois que vous avez priorisé vos tâches, le but, c'est de les planifier. On a vu comment traiter ces tâches récurrentes. Maintenant, on va voir comment, planifier nos tâches pas récurrentes. Soit on les pose dans son calendrier, tout simplement pour dire: «Là, de 15 à 16, je vais faire ce truc». Soit on utilise les reminders Slack pour dire: «Bon, ça, je vais pas le faire mardi, mais mardi, quand ça pop, je sais que c'est ma priorité de la journée». Et tout ça, ça vous donne globalement votre routine d'organisation, à savoir, on a géré nos tâches récurrentes, on a priorisé et planifié notre to-do list. Ça nous donne du coup, globalement, notre quotidien. Donc là, je vous ai mis un exemple un peu explicite avec un code couleur. En rouge, on a, les tâches récurrentes que j'ai explicitées. En bleu, c'est plutôt les tâches qui viendraient de ma to-do list, par exemple, et en jaune, c'est mes réunions du quotidien. Donc ça pourrait donner quelque chose comme ça et donc des choses que je vais répéter chaque jour. Pour conclure là-dessus, donc là, on met en place une routine, c'est cool, mais la routine, il faut la garder dans le temps. Donc comment faire? On peut utiliser justement cet agenda, comme je vous dis, avec des rendez-vous récurrents pour se rappeler ce qu'il faut faire quand, le temps de prendre en main, en fait, cette habitude ou éventuellement utiliser les reminders Slack, hein, qui vont vous harceler un peu au début pour dire à 9 heures on check ses mails, à 14 heures on check Playad, ce genre de choses et je vous le rappelle, donc n'hésitez pas à lire l'article sur Confluence quand, je vous le partagerai, bien évidemment et si vous voulez contribuer, hein, je vous invite à nouveau. Je vais faire un petit, merci spécial, alors pas à mes parents, mais à ces gens-là, qui en fait ont subi cette, présentation sous forme de micro-formation organisation personnelle et qui m'ont vraiment aidé du coup à faire ces slides. Donc c'est un peu grâce à eux que je fais enfin ce talk. Donc un grand merci à vous. Merci d'avoir subi ça et je voulais faire un autre spécial merci à la team LFT qui fait un travail de ouf dans l'ombre. Donc merci à vous et un spécial, dédicace à Christophe et Julien qui m'ont aidé justement à review ces pages. Et surtout, un énorme merci à vous pour votre concentration et votre écoute. Si vous avez des questions, je suis à vous. Merci Fabien. Je crois que d'ailleurs c'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Oui. Voilà, joyeux anniversaire. Ouais, merci. On va prendre des questions dans la salle. Faites-moi signe et je vous balance le micro direct dans les yeux. J'ai hâte. Sinon, on a des questions, je crois, sur YouTube. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'en ai une petite. Alors déjà, merci beaucoup. Il y avait plein de choses, je me suis malheureusement retrouvée dans trop de trucs. Par contre, j'ai une question sur la gestion de la prod. Alors, je suis d'accord avec toi qu'on ne gère pas du vivant. Par contre, est-ce que tu cours pas le risque que finalement, ce soit toujours les mêmes personnes qui voient les alertes de prod? Okay. Comment tu gères ça? Alors, nous, on a mis un système de gilet boson dans la team, et on le change chaque jour. Donc, c'est cette personne-là, je crois qu'il y a un petit Larsen. Ouais. Cette personne-là, on va dire qu'elle doit regarder plus régulièrement. En fait, on s'est fixé sur, justement un temps limite de réponse de cette personne-là. Cette personne, ce jour-là, sait qu'elle doit être plus réactive que les autres. Donc ça va être son rôle de, justement, veiller un peu plus à la prod. Et les autres, on s'est mis d'accord sur, voilà, la réponse en à peu près 1 heure, on est tous OK là-dessus et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Alors, j'ai une question de Florian Ferrière. Qui nous demande utiliser les réunions abrégées, c'est bien, mais il faut que tout le monde respecte les temps de pause. Exactement, c'est ce que j'ai dit, hein, ça impose de faire du time boxing, vraiment de se dire à 45, on parle de la conclusion, à 50, on se lève de sa chaise. C'est un peu dur des fois, parce qu'on a tendance à vouloir grappiller un peu ce temps-là, mais il faut vraiment se l'imposer. Et c'est par respect pour vous et par respect pour vos collègues, du coup, de respecter ce temps-là.
Une autre question de chat de Cyril Fillier. Une présentation avec plein d'animaux. Quel est ton préféré et pourquoi c'est le flamant rose? Alors, il paraît que le flamant rose, c'est le roi des animaux, mais moi, je suis à peu près sûr que c'est le lama. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditorium? Non? Bah, on peut peut-être faire des applaudissements pour notre Super. cher Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. speaker. Merci. On va faire une petite bascule pendant 5 minutes et après, il y aura le talk suivant qui va commencer.